Albert, dans la Somme, le 1er juillet 1916. Depuis le 24 juin, l'artillerie britannique a tiré 1 732 873 coups de canon sur les soldats allemands. Le bruit généré était tel qu'on l'entendait jusqu'en Angleterre. Ces derniers savent maintenant à quoi s'attendre. Soudain, à 7h28, les mines préparées au préalable explosent sous les positions allemandes. 2 minutes plus tard, 7h30, les coups de sifflet retentissent et les premiers hommes britanniques, ainsi que quelques Français, sur l'aile droite du champ de bataille, s'élancent par-dessus le parapet. La bataille de la Somme commence. Mais dis-moi, Guiraud, comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, pour te l'expliquer, je te propose de remonter en 1914. Après la première bataille de la Marne, qui a rétabli la situation sur le front de l'Ouest, les Franco-Britanniques et les Allemands ont chacun tenté d'encercler l'autre camp jusqu'à atteindre la mer du Nord. C'est ce qu'on a appelé la course à la mer. Depuis, le front s'est immobilisé et les soldats des deux camps ont creusé des tranchées sur l'ensemble du front, soit plus de 700 km. À présent, chacun des deux camps souhaite faire avancer ou percer le front à son avantage. L'entente, qui est une alliance réunissant la France, la Grande-Bretagne, la Serbie, la Russie, puis ensuite l'Italie, la Grèce, le Portugal, la Roumanie et les États-Unis d'Amérique, imagine un plan qui consiste à lancer une grande offensive dans la Somme qui ferait reculer les Allemands et nous amènerait à la victoire finale. Mais pendant ce temps, les Allemands préparent également leur grande offensive, à Verdun. Le général français sur place, Édouard de Castelnau, tente désespérément de prévenir l'état-major, mais Joffre ne l'écoute pas. Pour lui, les Allemands font semblant. C'est une diversion, et rien de plus. Le généralissime, qui est le chef suprême de toutes les armées, diminue donc fortement la quantité de soldats et d'artillerie de Verdun pour les envoyer à la Somme. Castelnau a beau les mettre en garde, les chefs des états-majors français, c'est-à-dire Joffre, et anglais, soit Douglas Haig, ne l'écoutent pas. Ainsi, la quasi-totalité des forces françaises et britanniques sera concentrée dans la Somme pour la grande offensive. Mais le 21 février 1916, à 7h15, la prémonition du général de Castelnau se réalise. 1257 canons allemands déchaînent une pluie d'obus sur les positions françaises de Verdun, que Castelnau a fait renforcer à peine quelques jours plus tôt. Le général français, qui ne dispose quant à lui que de 281 pièces d'artillerie, va pourtant réussir à tenir miraculeusement sa position. Mais des renforts doivent être envoyés de toute urgence sur le terrain. Et c'est ainsi que la très grande majorité des soldats français prévus pour la Somme se sont retrouvés à Verdun. Cela explique également pourquoi les troupes engagées à la Somme étaient surtout des Anglais. À présent, revenons à notre fameuse offensive, car Joffre a explicitement demandé à ce que l'attaque se fasse le plus rapidement possible, afin de soulager également le front de Verdun. Voyons à présent les principaux commandants de chaque armée. Côté britannique, nous avons le généralissime et futur maréchal Douglas Haig. Ancien soldat issu de la cavalerie, il sera plus tard très critiqué pour ses décisions d'une pertinence discutable. Chez les Français, le généralissime Joffre supervise l'opération de loin, tandis que le général Foch se trouve sur le terrain. Les Allemands ont quant à eux Fritz von Below comme commandant sur le terrain et Erich von Falkenhayn comme généralissime. Après plusieurs longs mois de préparation, la grande offensive de la Somme est enfin prête. L'entente ne sait pas encore, mais elle s'apprête à déclencher la bataille la plus meurtrière de ce qu'on appellera la Première Guerre mondiale. Dès les premières minutes de l'assaut, le constat des observateurs est accablant. Le bombardement britannique n'est pas parvenu à anéantir les défenses allemandes, particulièrement vigoureuses. La majorité des abris n'ont pas été détruits, et les troupes allemandes ont pu s'y réfugier et peuvent maintenant se précipiter à l'air libre pour rejoindre leur position de tir afin d'accueillir l'ennemi britannique. Les lignes de barbelés sont également le plus souvent intactes, ralentissant énormément la progression des attaquants. De surcroît, l'infanterie anglaise charge en marchant.
Leurs troupes, de piètre qualité et inexpérimentées, sont jugées incapables de charger correctement. C'est pourquoi l'état-major britannique a décidé qu'il marcherait tout le long de l'assaut. Malgré la présence d'esprit de quelques officiers et l'annulation de l'ordre de charger au pas par l'état-major à midi, l'offensive britannique est un massacre. 57 400 morts, soit 18% des effectifs engagés. Il s'agit du jour le plus meurtrier de l'histoire de l'armée anglaise. Mais pendant ce temps, et ce malgré leur nombre réduit, les Français ont, dès la première journée, atteint tout leur objectif. L'exact opposé des Anglais, qui, de par leur échec, empêchent les poilus de progresser et de profiter de leur avantage. Après l'échec du 1er juillet, le commandant britannique souhaite arrêter l'attaque, ce que Joffre refuse. Il faut continuer l'offensive. Elle a mal commencé, ce n'est pas grave, ils se rattraperont. Les Anglais préparent alors un nouveau bombardement massif de l'artillerie, qui doit leur permettre la prise du saillant de Fricourt. Dans le même temps, ces derniers prennent les communes voisines de La Boiselle le 4 juillet, Mametz le 10 juillet et Pozières par la première division australienne le 23 juillet. Mais tout cela a un prix. 100 000 soldats britanniques sont tombés depuis le début de l'attaque jusqu'au 10 juillet. Puis, les Britanniques tentent d'arracher les positions de Longueval et de Guillemot aux Allemands. Dans les deux cas, des combats particulièrement féroces ont lieu. On lance une offensive pour s'emparer de la position, puis une contre-offensive a lieu et on la perd. S'ensuit une autre, menée cette fois-ci par les Anglais, pour reprendre la commune, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les Allemands en soient définitivement chassés le 3 septembre. Mais les Anglo-Saxons sont moins heureux du côté de Guillemont, qu'ils ne parviendront pas à prendre de façon pérenne. Tandis que dans le même intervalle de temps, les troupes françaises ont avancé sur près de 10 km, pris Flaucourt, dont le plateau constituait le cœur de la défense allemande autour de Péronne, fait 12 000 prisonniers, pris 85 canons, 26 Minenwerfer, de l'artillerie légère allemande, 100 mitrailleuses et énormément de matériel. Tout cela en ne subissant quasiment aucune perte. Mais les Allemands se ressaisissent, et bien que la 6e armée du général Fayolle ait atteint les alentours de Vermandovilliers, Misery et M. Monaco, l'ennemi est toujours le maître du terrain. Cependant, les Allemands, inquiets de l'éventualité d'une percée sur la Somme, décident de retirer 35 divisions se trouvant à Verdun et de les ramener ici, notamment dans le secteur de Bapaume. On dépêche également un nouveau chef. Ainsi, Max von Gollwitz, qui commandait la 2e armée sur le front, est nommé le 19 juillet commandant en chef du groupe d'armées se situant à la Somme. Le prince Ruprecht de Bavière est également nommé commandant du groupe d'armées dans la région. Les combats peuvent ensuite se résumer à un lent et coûteux grignotage des positions allemandes par les Franco-Britanniques. Et ce, jusqu'à la fin août. Puis, pendant le mois de septembre, les Anglais tentent d'attaquer, mais ils sont repoussés à Ginchy, Thiepval et Guillemont, comme vu précédemment le 3 septembre. Tandis que les Australiens prennent ensuite la ferme du Mouquet, avant qu'une contre-attaque allemande ne les enchasse. Le lendemain, la 10e armée française parvient cependant à prendre Soyecourt et Chilly, puis Vermandovilliers, Deniécourt et Berny-en-Santerre, le 17. Dans l'intervalle, les Anglais sont parvenus à capturer Ginchy, mais ils ont surtout lancé une grande offensive le 15 septembre, au cours de laquelle les premiers chars de l'histoire, les Mark I, ont été utilisés. Cependant, et comme à chaque début, il y a des erreurs. La grande attaque britannique rencontre un succès assez relatif, tout comme les chars qui, à l'époque, n'étaient pas encore au point. Ils parviennent malgré tout à enlever Courcelette, Martinpuic, Le Bois des Fourquots et Flers, puis les deux commandants décident d'une attaque combinée le 25 septembre. Foch avait voulu retarder la poussée française afin d'éviter de trop grandes pertes inutiles. Ils parviennent à prendre Combles, évacué par les Allemands, et Thiepval après l'utilisation de mines dont on peut encore voir des traces sur le paysage local.
Puis l'attaque est stoppée le 28 dans le but de consolider les positions acquises. Arrivent ensuite les mois d'octobre et novembre. Là, l'entente lance des petites offensives localisées qui ne rencontrent que très peu de succès. Les Français piétinent au sud vers Péronne et tentent d'enlever quelques villages à l'ennemi comme Sailly-Saillicel avant de s'en faire en partie chasser par les Allemands. De leur côté, les Anglais parviennent à prendre le contrôle de la vallée de l'Ancre, mais après cela, l'armée britannique ne fera plus aucune avancée. Enfin, à partir du 18 novembre, la neige, du blizzard et des pluies glaciales s'abattent sur la région, empêchant tout nouvel affrontement. C'est la fin concrète de la bataille de la Somme. Le 21, l'état-major britannique, avec à sa tête Douglas Haig, annonce qu'il met fin à son offensive, suivi le 18 décembre par Joffre. Une offensive de la 10e armée française était pourtant encore prévue, mais cette dernière a été annulée par Foch le 10 décembre. Tout d'abord, un bref bilan humain. Lors des 141 jours de la bataille de la Somme, il y a eu 1 059 543 morts, blessés et disparus. C'est la bataille la plus coûteuse en vie humaine de toute la Première Guerre mondiale. Les soldats allemands ayant vécu cette horreur l'ont d'ailleurs surnommé Das Blutbad, le bain de sang. On peut donc imaginer les effroyables séquelles psychologiques et les traumatismes que cette bataille a engendrés chez les survivants. À présent, il nous faut faire un bilan militaire, tactique et stratégique de cette bataille. Si l'on regarde sur le plan tactique, la bataille est un échec pour les Franco-Britanniques car, malgré une petite avancée de 12 km, les deux objectifs principaux de l'offensive, à savoir Bapaume et Péronne, n'ont pas été atteints. Sur le plan stratégique maintenant, la grande percée dans le dispositif défensif allemand souhaité par Joffre pour reprendre la guerre de mouvement et les chasser du sol national n'a pas eu lieu. C'est donc encore une fois un échec pour l'entente. En revanche, cela ne signifie pas que c'est une victoire allemande, puisqu'ils ont perdu du terrain et qu'ils ont également énormément subi les assauts français et anglais et n'ont rempli aucun objectif militaire, étant donné qu'ils ont subi, encore une fois, les assauts adverses. Mais dans ce cas, peut-on donc parler d'une sorte de match nul ? Non. En tout cas, pas selon moi. Car, dans un match nul, personne n'a gagné, mais personne n'a perdu. Alors qu'ici, tout le monde est perdant. Cette bataille est donc révélatrice du blocage tactique et stratégique qui a eu lieu dans bon nombre de batailles de la Grande Guerre. En effet, cette bataille n'a eu en vérité aucune conséquence sur le reste de la guerre, à part une, la disgrâce et la déchéance du généralissime français Joffre et du chef d'état-major allemand Falkenhayn, qui a rencontré beaucoup d'opposition dans l'armée du fait des affrontements de Verdun et de la Somme. Mais, car il est temps que l'on se pose la question, pourquoi l'offensive de la Somme a-t-elle échoué ? On pourrait évoquer plusieurs facteurs. La méconnaissance des systèmes défensifs allemands qui n'ont pas permis aux bombardiers d'être efficaces, l'ordre donné aux troupes britanniques d'avancer au pas, leur manque de préparation, la bataille de Verdun qui oblige le gros des troupes françaises à partir, mais selon moi, c'est aussi et avant tout autre chose. L'obsession de l'offensive et de la guerre de mouvement et l'incapacité des généraux à s'adapter à l'évolution du conflit. En effet, à l'époque, toute la théorie militaire française, mais aussi étrangère, est basée sur le modèle napoléonien. Des offensives, des charges, de grands mouvements de troupes et des dizaines de milliers de soldats. Ainsi, quand le conflit se transforme en guerre de position, que les tranchées sont creusées et que les grands mouvements de troupes s'arrêtent, on distingue deux catégories de chefs militaires. Ceux qui s'adaptent et qui comprennent, ou ont compris depuis longtemps, que l'offensive à outrance n'était pas la bonne méthode, comme Castelnau ou Pétain, qui prônent une tactique plus défensive, l'utilisation importante de l'artillerie, la maximisation de la puissance de feu ou l'appui aérien. Et ceux qui, obsédés par leur théorie de l'offensive à outrance, n'ont qu'un seul objectif,
percer le front pour reprendre une guerre de mouvement. Seule forme de combat qu'ils sont capables d'imaginer. C'est le cas des généraux comme Joffre, Haig, Nivelle ou même Foch. Ces hommes-là, incapables de s'adapter et inconscients des réalités des combats, ne jurent que par des offensives totalement irréalistes, meurtrières. Nivelle sera par exemple surnommé le boucher par ses hommes, et qui n'ont aucune conséquence sur l'évolution future du conflit, qui n'apportent aucun avantage tactique ou stratégique sur l'adversaire. Ainsi, du fait de théories de la guerre dépassées et inadaptées aux réalités du terrain, quelques chefs militaires ont conduit 1 million d'hommes et plus au massacre pour n'en tirer aucun avantage sur l'adversaire. Ainsi, de par l'industrialisation de la guerre et des armes, la compétence de généraux hors des réalités et la dévotion de soldats prêts au plus grand des sacrifices pour leur patrie, la bataille de la Somme est et restera sans doute la super bataille sans conséquence, la plus meurtrière de l'histoire. Merci de nous avoir écoutés. C'était Cacahuète Et Guiraud, de Manu Militari. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur le débarquement de Normandie. et n'hésitez pas à nous faire part de vos critiques constructives pour nous aider à produire un contenu toujours plus qualitatif dans les commentaires.